Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon troisième point lecture pour le mois de février. Dans ce point lecture, j'ai donc 4 romans ainsi que 2 ouvrages graphiques à vous présenter. Je vous parlerai tout d'abord de mon ressenti sur Terrienne par Jean-Claude Mourleva. Ensuite, ce sera au tour du second tome du screenplay, donc Les Crimes de Grindelwald par J.K. Rowling, qui est donc le screenplay du second film des Animaux Fantastiques. Ensuite, je vous parlerai du roman Strong Girls Forever, qui est ici donc le tome 3 par Holly Bourne. Et pour terminer côté roman, je vous parlerai de L'Assassin du Roi, qui est donc le second volume de la série L'Assassin Royal par Robin Hobb. Et côté graphique, je vous parlerai tout d'abord du premier tome du manga qui s'appelle Retour aux sources par Zuo Usan. Suan, je sais pas comment ça se prononce. Et je vous parlerai ensuite d'un des premiers romans graphiques bande dessinée par Timothée Le Boucher. Il s'agit du roman graphique qui s'appelle Les Vestiaires. Je vais donc démarrer tout de suite et je vais démarrer avec Terrienne par Jean-Claude Mourleva. C'est un des romans que je vous avais présenté dans la fameuse pile à lire pour les reliques de la Palle et qu'il fallait que je lise prochainement. L'Assassin Royal en faisait également partie. Alors je vous avais dit que je vous avais fait voter, je vous avais dit que je lirais en grande priorité ceux qui sont arrivés dans les 3 premiers. Bon, en l'occurrence, Terrienne est arrivé 4e, mais il rejoignait également ma pile à lire pour un autre challenge qui était un challenge dans le cadre du PLIB. Du coup, voilà, c'est pour ça que je me suis lancée là-dessus et puis j'avais assez envie de le lire à ce moment-là. Dans ce roman, on va suivre Anne, qui est une jeune adolescente qui vit dans notre monde tout à fait normal, sauf que la sœur de Anne, qui s'appelle Gabrielle, a disparu il y a à peu près 1 an. Et elle a disparu en fait le soir de son mariage, c'est-à-dire qu'après son mariage, ils sont partis avec son nouvel époux pour aller rejoindre eh bien, l'endroit où il dormait. Et à partir de ce moment-là, ils ont complètement disparu de la circulation. La famille d'Anne a forcément été très marquée par tout ça et en fait Anne va recevoir un message assez étrange qui vient de sa sœur Gabrielle et elle va du coup se lancer à sa suite. Lorsqu'elle va se lancer à sa suite, elle va entraîner un peu malgré elle mais pas complètement un auteur qu'elle va rencontrer en fait, qui va la prendre en stop sur le bord de la route. C'est un monsieur assez âgé quand même qui a une petite fille de l'âge d'Anne et qui est un auteur assez en mal d'inspiration. Ils vont se rencontrer donc comme ça et Anne va finalement l'entraîner complètement dans un autre monde dans lequel elle est considérée comme étant un peu particulière, puisque notamment c'est un monde dans lequel les gens n'ont globalement pas d'expression, pas d'émotion et en plus de ça ils ne respirent pas. Du coup Anne va devoir complètement se retrouver à cacher sa nature là-bas pour essayer en même temps de retrouver sa sœur. C'est un roman qui m'a vraiment bien plu, mais je dois dire que j'ai quand même pas tout aimé dedans. C'est un roman que j'ai trouvé intéressant, j'ai beaucoup aimé l'écriture de Mourleva, mais ça c'est pas nouveau, j'aime toujours beaucoup son écriture. Et j'aimais vraiment beaucoup le duo de personnages qui au départ, donc le duo entre Anne et ce vieux monsieur, je trouvais que leur duo fonctionnait très bien, que les 2 personnages étaient très attachants et d'autant plus ensemble. Par la suite, il y a d'autres personnages qui vont venir s'intégrer et pour le coup, ce sont des personnages auxquels je ne me suis pas beaucoup attachée. C'est pas forcément des personnages que j'avais très envie de suivre. Et en plus de ça, j'ai trouvé que c'était un roman dans lequel il y a une romance qui s'installe et que finalement, le roman m'aurait davantage plu sans cette romance. Je trouvais qu'elle n'était pas du tout indispensable et qu'elle rendait l'histoire un peu plus classique peut-être. Voilà, elle me plaisait plus en fait dans son côté un peu plus original avec le duo de personnages un peu décalé, etc. Donc voilà, j'ai trouvé que tout l'aspect de romance qui est un peu plus dans la seconde partie du roman était moins indispensable. Après, c'est un roman que j'ai trouvé vraiment intéressant et j'ai vraiment bien aimé suivre Anne dans toute cette histoire. Donc voilà, c'est un roman du coup auquel j'ai mis la note de 15/20. Ensuite, je me suis plongée donc dans le fameux screenplay des Animaux Fantastiques et comme vous pouvez le constater, il s'agit ici de l'édition en hardback mais surtout en anglais puisque je l'ai lu lui aussi donc dans le cadre du défi des alliés pour le challenge organisé par le PLIB et avec ma binôme Dubis Books, on s'est décidé à se faire notamment en lecture commune ce titre-ci, sauf que moi je l'avais en anglais et du coup me voilà partie dans ma première lecture en anglais. Bon après c'était pas forcément la plus compliquée à faire puisque je sais pas si vous avez lu ou déjà vu
l'un des deux screenplays, mais globalement il ressemble à ça. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'écriture par page. Et puis en plus de ça, j'avais déjà vu le film, j'en ai gardé quand même un bon souvenir, je me souviens assez bien de ce qui se passe dedans. J'avais bien les scènes en tête, je connais les personnages, donc voilà, de ce côté-là ça allait, j'étais pas trop larguée. Après clairement, à chaque fois qu'ils sortaient leur baguette magique, globalement j'étais obligée de sortir moi de mon côté Google Traduction, parce qu'il y avait toujours des mots que je ne comprenais pas quand ils lançaient des sorts ou quand ils tourner leur baguette ou des choses comme ça, enfin je comprenais pas les mots qui étaient donnés. Donc voilà, du coup j'ai dû sortir quand même Google Traduction pas mal de fois, à chaque fois que je le lisais je l'avais dans un coin pour chercher quelques mots de temps en temps. Mais voilà, après globalement, ça a été. Ça a été, et puis comme c'est un roman qui est très aéré, du coup je l'ai lu quand même assez rapidement. Du coup voilà, ça a été. Pour ce qui est de l'histoire, après j'ai pas grand chose à vous en dire. Pour ma part, j'avais beaucoup aimé ce deuxième film des Animaux Fantastiques. J'aime énormément les personnages de Queenie et de Leta, qui sont vraiment mes personnages préférés de la série, même si j'aime beaucoup Newt et que j'adore tous les animaux qu'ils peuvent nous proposer dans la série. À chaque fois qu'il y a un nouvel animal qui sortait à l'écran, j'étais en mode oh il est trop cool. Donc voilà, clairement voilà, je suis très bon public sur cette série et du coup ouais, j'étais contente de pouvoir retrouver tout ça. Après dans la version en screenplay il y a certaines scènes qui fonctionnent mieux que d'autres. Globalement les scènes justement avec les animaux fonctionnent pas forcément très bien dans la version de screenplay puisqu'on ne s'attarde pas à nous détailler chacun des animaux qui sont normalement juste présents dans le décor. C'est à dire que les scènes par exemple dans ce tome 2 avec le Zoulu sont des scènes d'action dans lesquelles le Zoulu fait des choses, donc celles-là sont forcément décrites, mais en revanche la scène où il se promène dans l'espèce de ménagerie qu'il a créée dans sa maison, pour le coup on nous dit juste qu'il se promène au milieu des animaux, qu'il en nourrit certains, etc. Mais voilà, on n'a pas forcément de description détaillée. Donc voilà, du coup ces scènes-là fonctionnaient peut-être un peu moins bien en version screenplay. Par contre, j'ai beaucoup aimé toutes les scènes avec les retours dans le passé et toutes les scènes qui sont liées du coup au personnage de Leta, qui en plus, comme vous l'aurez compris, est un personnage que j'adore. Donc voilà, du coup j'étais contente de pouvoir le découvrir et puis le fait de le lire en lecture commune m'a permis de m'inciter du coup à le lire en anglais. Donc voilà, vraiment une chouette lecture, j'ai mis la note de 16/20 et puis vraiment j'adore cette édition en hardback que je trouve absolument sublime. Ensuite, je me suis tournée vers le tome 3 de la série Stronger Forever par Holly Bourne aux éditions Nathan. Ce tome 3 s'appelle Comment arrêter de se faire emmerder. La série Stronger Forever est une série sur laquelle j'ai globalement un avis un peu partagé. C'est une série qui se revendique comme féministe, mais je trouve pas que ce soit toujours très bien fait. Je m'explique. Le premier tome, le premier tome m'a beaucoup plu, mais s'il m'a beaucoup plu, c'est pas forcément par son aspect féministe. En fait, donc c'est une série qui se revendique comme féministe, sauf que à chaque fois, finalement, ça traite de différents problèmes de l'adolescence. Et le féminisme arrive vraiment fort à partir, enfin seulement dans ce tome 3 finalement. Dans le premier tome, on suivait le personnage de Evie, qui est une jeune fille atteinte de TOC, qui sont vraiment très sévères. C'est vraiment une maladie psychiatrique forte, d'autant plus chez elle. Et finalement, le roman parlait plus de ça que du féminisme. Pour ma part, ça m'avait pas dérangé parce que c'est tout ce qui est autour de ces maladies-là. Je trouve ça toujours très intéressant et que le personnage d'Evie était méga attachant. Donc voilà, du coup, ça m'avait pas du tout posé de soucis. J'avais beaucoup aimé ce tome 1. Pour ce qui est du tome 2, on suivait Amber, qui est donc le deuxième personnage de ce groupe de copines. Et pour le coup, Amber est une grande fille rousse qui ne passe pas inaperçue et qui pense que du coup personne ne s'intéresse à elle parce qu'elle est trop différente de tout le monde. Elle se retrouve à partir en camp de vacances aux États-Unis et elle tombe folle amoureuse d'un garçon. Et finalement, on était plus sur une romance adolescente. Le féminisme, pour le coup, passait un peu à la trappe. Il y avait quelques questions, mais pas grand-chose. Et ce tome 2, du coup, m'avait pas franchement emballé. J'avais trouvé ça assez classique, le personnage d'Amber était assez agaçant, certaines choses soulevées étaient intéressantes, notamment parce que Amber a des soucis d'addiction, et tout ça c'était intéressant, mais voilà, globalement ça m'avait pas franchement emballé. Pour ce qui est de ce tome 3, on suit donc le personnage de Lottie, qui est la troisième fille de cette bande de copines. Et donc en fait, ce trio de copines s'interroge sur tout ce qui est des questions du féminisme. Lottie est clairement celle qui est la plus engagée des trois, et du coup j'étais contente de la suivre parce que du coup le féminisme est plus présent dans ce tome-ci que dans les autres.
Globalement, donc elles sont en dernière année au lycée et Lottie prépare les universités, enfin prépare les entretiens, etc. pour Cambridge et Oxford. Elle se destine à une carrière politique assez élevée et du coup elle est très intéressée par tout ça. Elle vient vraiment d'une famille avec un côté très bonne famille, etc. Sauf que Lottie, un matin, en allant en cours, se fait agresser. Comme c'est pas la première fois qu'elle se fait agresser et qu'elle commence un peu à en avoir ras-le-bol, c'est un doux euphémisme, elle décide de lancer une campagne pendant laquelle, durant un mois, elle va devoir dénoncer tout ce qu'elle rencontre qui est féministe. Enfin, qui est sexiste. Donc tout ce qu'elle rencontre, elle doit le dénoncer, elle se promène du coup avec un klaxon, et à chaque fois qu'elle croise quelque chose qui ne va pas, elle klaxonne. Ça va lui causer quelques soucis, notamment les premiers jours, puisqu'en fait elle décide de ne soulever qu'une seule fois chaque problème pour ne pas passer son temps à klaxonner. Sauf que les premiers jours ça va causer pas mal de soucis parce que du coup elle se retrouve obligée, vu qu'elle se dit vraiment qu'elle doit tout relever. Et du coup, le fait qu'on étudie que des philosophes masculins, le fait que 80% des auteurs qu'elle étudie en français sont des hommes, le fait qu'on l'appelle mademoiselle, enfin voilà, tout ça, elle se retrouve à le klaxonner, notamment en cours, donc ça va lui causer quelques soucis. Donc voilà, du coup, du côté du féminisme, on est quand même plus affirmée que dans les autres tomes. Elle dénonce vraiment énormément de choses. Elle dénonce ce qu'on appelle la taxe rose, donc le fait que par exemple les rasoirs soient beaucoup plus chers s'ils sont roses que s'ils sont bleus, parce qu'ils sont rayon filles, etc. Enfin voilà, toutes ces choses-là, elle va les dénoncer. Toute cette campagne va être filmée par un étudiant en art qui fait partie d'un cours des vies et qui s'appelle Will, et qui au départ se définit comme n'étant pas féministe. Il s'en fout pas mal en fait de tout ça. Et Lottie essaye un peu de le convaincre, etc. Et il va y avoir une romance entre ces deux personnages-là. Globalement, c'est le reproche que je ferais à cette série, c'est qu'il... En fait, le sous-titre derrière, c'est 3 copines, une question, comment être féministe et amoureuse. Et finalement, le côté et amoureuse me gonfle un peu à chaque fois dans chaque tome. En plus de ça, la relation entre Will et Lottie prend longtemps avant de vraiment démarrer, c'est-à-dire que tout le début, en fait, ils passent juste leur temps à s'engueuler tout le temps pour la même raison. C'est les mêmes dialogues en boucle. J'ai l'impression qu'on a plus ou moins copié-collé 5 fois le même dialogue, à savoir Lottie qui lui dit mais comment tu peux ne pas être féministe c'est vouloir l'égalité, et lui il est en mode mais je m'en fous, et elle mais comment tu peux t'en foutre, et puis en fait voilà. Et en fait elle cherche jamais à écouter son point de vue, lui il cherche jamais à faire entendre son point de vue, du coup c'est juste un dialogue de sourds continu entre les deux, et c'était assez chiant. Voilà. Tout ça alors qu'en fait il se tourne autour, bon voilà, ça m'a un petit peu agacé, ça finit quand même par se débloquer au bout d'un moment. Et l'autre reproche que j'ai à faire à ce tome 3, c'est le fait que justement le personnage de Amber, qui a, comme je vous le disais, des problèmes d'addiction qui sont soulevés dans le tome 2, pour le coup, on a l'impression que ce tome 2 a été complètement occulté au moment de l'écriture du tome 3, et que du coup Amber, non, elle a plus du tout de soucis, et voilà. C'est-à-dire que Evie, oui, on nous parle toujours du fait qu'elle a des tocs, que maintenant elle va un peu mieux, mais que voilà, ça reste quand même sous-jacent. Mais Amber, non, pas du tout. Voilà, disparu, fini. Donc ce serait bien si c'était comme ça, hein. Mais ouais, j'ai trouvé ça un peu dommage, et du coup j'étais un peu partagée. Il y a certaines choses que je trouvais chouettes, je trouvais que c'était vraiment... plus poussé dans le féminisme, que ça pousse plus à la réflexion de toutes les choses qui sont sexistes, et en même temps il y a certaines choses qui étaient un peu gonflantes. Donc voilà, du coup j'ai mis la note de 15 sur 20 à ce 3e tome de cette série. Et du coup pour terminer côté roman, j'ai donc lu le second volume du roman L'Assassin Royal par Robin Hobb. C'est un roman qui a été donc lui aussi dans ma pile à lire des reliques de ma palle, et je dois dire que ça a été une bonne surprise ici. Il fait à peu près 400 pages comme c'était le cas il me semble pour le premier tome, sauf que le premier tome je me souviens que ça avait été assez laborieux à lire, et ici pas du tout. J'ai trouvé que ça se lisait très bien, que c'était très prenant, et j'étais assez surprise de voir que ce tome 2 finalement se lisait aussi bien. Malgré tout, je dois reconnaître que l'histoire n'avance toujours pas beaucoup, voilà, soyons honnêtes. Il se passe des choses, mais ça traîne toujours un peu quand même. Pour ce qui est de l'Assassin Royal, si vous ne connaissez pas, pour faire un rapide résumé, on va suivre l'histoire de Fitz, qui est un jeune garçon qui a grandi en étant recueilli par le monsieur qui s'occupe des chevaux d'un château,
Et en fait voilà, du coup il grandit comme ça, il a vraiment un statut extrêmement bas dans la hiérarchie du château, sauf qu'en fait c'est un bâtard de la lignée royale et il va ensuite être du coup choisi comme étant l'assassin du roi, comme on peut s'en douter vu le titre de la saga, l'assassin royal. On va suivre du coup tout ça. Dans le premier tome en fait on suit vraiment son enfance, en gros de ses 6 à ses peut-être 12-13 ans, quelque chose comme ça. Je saurais pas exactement vous dire, peut-être un peu plus vieux, peut-être 14-15 ans. En revanche dans ce tome 2 il est donc adolescent et ce tome 2 se passe sur un laps de temps beaucoup plus court où on a vraiment beaucoup les enjeux etc qui sont mis en place, mais après côté action il se passe des choses mais il se passe pas non plus 36 000 choses, ça reste une série qui prend un peu son temps, mais pour autant j'ai trouvé que ce tome 2 se lisait vraiment très bien et du coup je suis contente parce que je me dis que si tous les tomes allaient être un peu laborieux à lire comme le premier tome, assez lent etc, j'allais prendre longtemps à lire la série. Donc voilà, je suis plutôt rassurée de ce côté là et j'ai bien aimé également le fait que bien que ce soit beaucoup plus fluide, j'ai trouvé que ça restait très bien écrit, ou en tout cas que la traduction a été plaisante à lire. Donc voilà, un tome 2 qui m'a du coup bien plu et je suis curieuse de voir la suite. Je lui ai mis la note de 16 sur 20. Ensuite, on va pouvoir passer côté graphique. Tout d'abord, je vous parle du manga qui s'appelle Retour aux sources. Ce manga est écrit par Zuo Husan, je ne sais toujours pas le prononcer, et c'est aux éditions Made In. Et c'est le premier tome d'une série en 2 volumes. L'autrice est taïwanaise, autrice et dessinatrice est taïwanaise, et c'est un manga du coup qui se passe à Taïwan, ce que j'ai trouvé super chouette. Et je dois dire que c'était également un style de dessin un peu différent de ce que j'ai l'habitude de voir, et en plus de ça dans une culture différente, donc c'était vraiment super cool. Dans cette histoire, on va suivre en fait l'histoire d'une jeune fille qui est à la fac et qui bave un petit peu sur un étudiant de l'un de ses cours. Et lorsque le professeur demande quels sont les étudiants intéressés pour passer au niveau supérieur du cours ou continuer le cours au semestre suivant, je crois, eh bien il n'y a que ce fameux jeune homme qui se porte volontaire. Du coup la fille se porte volontaire immédiatement, alors qu'elle n'est pas forcément super talentueuse dans cette matière, mais elle se porte volontaire parce qu'elle se dit que du coup s'ils ne sont que 2, eh bien elle pourra le voir plus souvent. Et ça ne manque pas puisque directement le professeur va leur demander de faire un travail sur le folklore, sur le folklore local, puisqu'en gros c'est un cours de tradition ou folklore, quelque chose comme ça. Et du coup ils se retrouvent en fait tous les deux à partir ensemble dans le village dans lequel a grandi le jeune homme, c'est lui qui décide de l'emmener là-bas. Et c'est un village dans lequel il y a notamment toute une tradition autour d'une certaine fête, et du coup voilà, ils vont se rendre dans ce village à l'approche de cette fête. Et du coup voilà, on est vraiment donc sur un retour aux sources pour le personnage principal. Il va retrouver son ami d'enfance, on a tout le folklore local etc, c'était vraiment très chouette. Après je trouve que dans ce tome 1 le personnage masculin ne dévoile pas grand chose de lui-même, j'espère que ce sera un petit peu plus le cas dans le second volume. En tout cas je lirai ce second volume avec grand plaisir. Et c'est une série que j'ai trouvée du coup assez originale et ça m'a vraiment bien plu. Pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est du côté des dessins, j'essaie de trouver des planches, voilà, on est un peu sur ce style de dessin, donc quelque chose d'assez simple mais avec également de jolis décors et notamment des jolis décors pour tout ce qui concerne les fameuses fêtes, donc j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et ensuite, je me suis donc tournée vers la bande dessinée qui s'appelle Les Vestiaires. C'est l'une des premières de Timothée Le Boucher, je ne crois pas que ce soit la première. C'est aux éditions La Boîte à Bulles. Et pour ma part, Timothée Le Boucher, je l'ai découvert avec son roman graphique Ces jours qui disparaissent, que j'ai adoré. J'ai également beaucoup aimé Le Patient, mais Ces jours qui disparaissent avait vraiment été un coup de cœur. Et du coup, j'étais assez curieuse de découvrir les titres un peu plus anciens de Timothée Le Boucher, mais ils sont pas forcément très faciles à trouver. J'avais trouvé du coup celui-ci sur Price Minister, donc Rakuten. Et pour ce qui est de cette histoire, du coup, on suit une histoire qui se passe dans un lycée, je crois, toute l'histoire se passe dans les vestiaires, c'est-à-dire que les vestiaires de sport ont été refaits avant la rentrée, et que nous, on va suivre toutes les histoires d'une classe du lycée, mais à chaque fois qu'ils sont dans les vestiaires, et plus particulièrement dans le vestiaire des garçons. On suit donc tout ce qui se passe dans le vestiaire des garçons, et c'est un récit qui parle notamment beaucoup de harcèlement scolaire, du rôle de chacun, des hiérarchies qui s'installent dans les classes, etc. Et c'était très intéressant.
On a déjà le côté un petit peu des choses qui basculent, etc. Qu'il y avait dans les romans graphiques suivants de Timothée le Boucher. Après, je suis pas forcément très fan du style de dessin qu'il avait à cette époque-là, qui est un style de dessin plus simple. Et que je trouve moins sympa. Donc, voilà, ça ressemble à ça. Globalement, on a beaucoup d'histoires qui tournent autour de la hiérarchie, du fait que ça y est, moi je suis un homme, de comment essayer d'espionner les filles, etc. Sauf qu'on retrouve nos personnages que toutes les semaines au moment où ils se rendent au cours de sport. Donc voilà, c'était intéressant. C'est pas forcément du coup le style de dessin que je préfère donc chez Timothée le Boucher, mais l'histoire était intéressante. Et du coup, j'ai mis la note de 16/20 et je suis contente d'avoir pu le découvrir. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. Pour ma part, j'en ai donc fini. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces titres, ce que vous en avez pensé, bien s'il y en a certains qui vous donnent envie. Et puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Salut!